Bienvenue au Polysécure épisode technique, je suis avec Frank. Oui, bonjour à toutes et à tous. Salut Nicolas, merci de me réinviter. Comment vas-tu? Écoute, pas mal. En plus, en congé. Donc pour le coup, tu me sors un peu de ma léthargie de ma journée. Ça change un petit peu. On va toujours garder le mot technique. Même quand on travaille pas, on travaille toujours pour la communauté. Moi, c'est une bonne chose. Et puis, comme on avait des sujets assez intéressants, je pense à se dire, et on se l'était promis. Donc, non, ravi d'être parmi vous. Oui, tout à fait. On a eu un énorme pre-show. Là. Justement, on a parlé d'énormément de sujets. On a eu énormément de plaisir. D'ailleurs, c'est un peu un prétexte à tout ça. Cette fois-ci, on va aborder deux sujets, Copilot puis les pentests cloud dans sa nature. Là, je suis d'entrée de jeu parce que je suis pas sûr que vous allez écouter l'ensemble ou vous allez tout d'un coup, vous allez rendre jusqu'à la fin pour écouter l'intervention. Si vous avez surtout sur le deuxième sujet, si vous voulez intervenir, poser des questions, qu'on creuse des éléments spécifiques à ça, écrivez-nous sur les plateformes, écrivez-nous peu importe où vous voulez. On va nécessairement revenir sur la base de vos interventions, sur quoi vous désirez qu'on creuse ou qu'on aille plus loin dans essentiellement un coup de gueule, mais en même temps, c'est très technique. Et à la limite, peut-être même faire une intervention qui va être diffusée live, c'est-à-dire qu'avec participation directe sur les différentes plateformes qu'on pourrait avoir à ce moment-là, sur ce élément-là. Fait que l'invitation est faite. Intervenez si vous désirez. Puis on va prendre ces interventions, on va faire quelque chose. Puis Frank, je te laisse partir avec le premier sujet. Oui, bah écoute, oui, effectivement. Intéressant, je pense, au travers de la deuxième partie, pour le deuxième sujet de gueule toujours du pentest, du fameux pentest cloud. Tout le monde veut faire du sensationnalisme et un peu ras-le-bol d'entendre personne préciser le contexte d'origine entre black box, grey box et white box. Et ça, c'est un sujet qui pour le moment, m'exaspère parce que le cloud aujourd'hui, faut savoir que presque normalement pas loin de 80% des entreprises d'ici la fin des années 2030 vont arriver au cloud. On sait que cette guerre, on l'a déjà répété pendant 2 ans dans le podcast et ailleurs, cette guerre est finie. On va pas tous revenir dans des CTI on-premise. Je pense pas que des gens veuillent revenir à installer des Windows Server 2030 ou 2032 et avec l'intégralité de tout ce qu'il faut faire. Donc, il faut dépasser ce cadre-là et ensuite, en même temps, quand on dit qu'on fait telle et telle affaire au niveau sécurité, ou j'ai eu un RCE, ou j'ai eu un token, ou j'ai eu je ne sais quoi comme accès sur un environnement, il faut aussi donner le contexte. Et les gens ne le donnant pas, bah, ça paraît un peu genre Ethan Hunt, Mission Impossible. Le gars est super fort, mais tout compte fait, il n'y avait rien de fort. Il était dans un système de labo totalement protégé, ou en tout cas totalement contrôlé, puisque c'était son propre tenant ou sa propre subscription. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Par contre, je vous listerai, et c'est là où Nicolas a raison, je le dis en avant pour ceux qui éventuellement, je ne sais pas comment vous écouterez le podcast, mais je vais lister évidemment qu'est-ce qui est possible à faire à date, en tout cas sur Azure, mais on peut le faire aussi sur AWS ou sur Google, mais sur Azure et sur Microsoft, puisqu'on parle principalement de Microsoft, de qu'est-ce qui peut être fait au travers d'un pentest à aujourd'hui, en 2023. Je ne parle pas de choses qui étaient faites il y a encore 3-4 mois. Il faut bien que le cloud bouge encore plus vite que les pentests classiques. Mais qu'est-ce qui est possible à faire? Où ça se trouve? Est-ce qu'on peut le faire vraiment en black ou est-ce qu'on peut le faire là cette fois-ci qu'en grey ou qu'en white? Et là, à ce moment-là, on pourra évidemment creuser si ça vous intéresse. Et puis sur du live, avec des sujets ou des outils dignes de ce nom, en tout cas des outils faits maison, des outils open source ou des outils en vue. En switchant sur le premier sujet, je voulais éventuellement, pour certains, peut-être repartir sur c'est quelque chose qu'on me demande, et puis moi dans ma job, j'ai eu une demande de le mettre en avant, ou en tout cas de le mettre en place ou de voir ce que ça donne. J'ai cette chance d'être dans une compagnie qui permet d'être alors là, je travaille pas de NDA ni quoi que ce soit, mais qui est en avant-garde au travers des outils qu'on peut avoir non prévus. On a signé un NDA du côté sécurité, donc j'ai cette chance de voir des choses qui, des fois, ne sortiront pas avant les 6 mois ou les 8 mois, puis en même temps de tester aussi des previews d'outils. Et là, le preview d'outils, pour faire évidemment de bons buzzwords, au moins ça me servira autant peut-être pour moi, mais aussi pour Poly, c'est le côté du Copilot, le fameux Copilot qu'on entend. Alors, on entend Copilot du côté GitHub, on entend Copilot du côté security.
Mais comme vous le savez aussi, Microsoft lance ou en tout cas permet d'offrir avec un certain nombre de programmes pour des sociétés qui sont inscrites, puisque évidemment c'est encore en prévu sur cette partie. C'était encore en preview il y a de cela quelques semaines et ça l'est encore au vu de ce que j'ai recherché, parce que je voulais pas vous dire de bêtises, à savoir est-ce que les gens pouvaient encore le faire valider. Donc si vous êtes dans des entreprises qui ont des droits de preview avec Microsoft, vous pourriez éventuellement le faire activer. C'est le fameux M365 Copilot, qui n'a strictement rien à voir avec GitHub Copilot, je rappelle, et strictement rien à voir avec Security Copilot non plus. GitHub Copilot, c'est pour aider à écrire du langage et il est branché avec évidemment GitHub, il est même branché avec le vôtre. Vous dites avec une case à cocher si vous voulez d'ailleurs que vos codes soient partagés. Je vous déconseille si vous êtes dans une startup ou avec des patentes de faire ce genre de blagues. Certains ont essayé de pas comprendre comment ont été mis les settings et ça a pu faire quelques petits dégâts à droite à gauche ou en tout cas des drôles d'histoires qui peuvent se balader sur le net. Faites attention aux fakes, ou en tout cas encore une fois au sensationnel, mais moi perso, je sais que ça est arrivé à une connaissance à moi et qui a vu le code d'un de leurs moteurs engine se retrouver sur le net parce que les gars avaient mal setupé le système. Donc, faites attention à cette partie-là. Pour la Security Copilot, on en reviendra avec un podcast spécifique avec Nicolas. Parce que là, c'est un petit peu plus particulier. Ça génère beaucoup de choses au niveau Security Copilot parce que ça touche évidemment toute la famille Defender, ça touche Sentinel, ça touche évidemment Defender Cloud, qui est anciennement Azure Security Center. Donc tout ça est un petit peu différent. Par contre, pour M365 Copilot, qu'est-ce que Microsoft a essayé d'art pour aider ses clients à se préparer à l'IA? Alors, attention, c'est le gros truc que je vous parlais à l'instant, Nicolas. Toujours en gros 45 minutes, 1 heure à se balancer un bon bœuf là, comme on se dit, comme si on était en musique, de choses. T'as fait ci, t'as fait ça, t'as vu ci, t'as vu ça avant. Donc on essaye de se parler un peu à droite à gauche. Donc là, c'est vrai qu'une de nos conversations était sur la partie des LLM, donc tout ce qui touche les génératives, évidemment. Comme ChatGPT, ce que vous avez pu voir au niveau AI. Et attention, s'il y a une attention à faire, et que je pense qu'il y a pas mal d'épisodes, avant de vous dire de bêtises, j'ai été regarder de nouveau. J'avoue, des fois, je suis pas le bon élève à en faire avec Nicolas. Je vais pas spécialement des fois voir ce que font mes collègues. Donc, j'ai fait le bon élève à aller voir. Il y a quand même pas mal de sujets il y a pas mal de podcasts sur le sujet chez Polysecure. Donc, allez voir. Et puis, très intéressant. J'en ai au moins écouté un. D'ailleurs, le 300e renvoie toutes les idées, je crois, de tout ce qu'il en est. Je veux pas faire de pub parce que j'étais dedans, mais lui, je l'ai écouté. Il est très bon. Mais en même temps, je vois qu'il y en a d'autres qui ont amené d'autres aspects et d'autres considérations importantes. Donc ça va vous apprendre à savoir qu'est-ce qu'on est en train de vous vendre. Encore une fois, on n'est pas en train de vous vendre de la magie. Il n'y a aucune magie en informatique. On essaye de refaire et de mimiquer ce que fait les humains. Et donc le LLM, pour ceux qui savent pas ce que LLMS, c'est le large model language, ou le grand modèle de langage en français, qui n'est autre que, vous voyez ça comme un data lake de copy-paste nouvelle génération 2023 à des milliards d'entrées possibles triées sur le volet par un arbre binaire autant en vertical qu'en horizontal. Ils sont capables de générer statistiquement, selon ce que vous allez lui dire en langage naturel, d'essayer justement d'analyser, enfin pas d'analyser, mais d'aller rechercher statistiquement et probabilistiquement quel serait votre meilleur retour en toute logique. Ce n'est pas de l'analyse, c'est encore moins du concept et encore moins de l'intelligence en tant que telle, puisque on le sait, puis je sais que Nicolas a des collègues là-dessus sur le concept. Lui aussi, il a l'air d'avoir avancé aussi pas mal. Il pourrait faudrait faire un inverse un jour. Il faudrait qu'un de nous puisse aussi le podcaster lui-même pour éventuellement qu'il fasse aussi un épisode à lui. Ce serait très drôle. Tiens, je lance aussi le modèle. Tiens, j'invente le modèle inverse. C'est d'interviewer Monsieur Nicolas à l'inverse
il nous fasse un petit podcast à lui-même. Ça serait très drôle. Il se marre là, mais il se marre jaune, hein, je peux vous le dire. Hein, parce que là, ça va, ça serait très drôle. C'est effectivement très drôle. Ça serait cool. Ça serait, hein, c'est moi qui l'ai initié, je ferais le premier comme ça. À la limite, ça serait marrant. Bref, donc, ce que je veux vous dire, c'est que Copilot n'est pas en tant que tel une réflexion qui remplace un humain, qui remplace un concept. C'est simplement le fait est qu'il a une capacité d'accéder à une base de données, vous voyez, la voyez comme ça, si on doit faire une analogie, et qui permet d'aller récupérer sur une info voulue un certain nombre d'informations beaucoup plus cadrées, beaucoup plus filtrées, beaucoup plus jolies aussi. D'ailleurs, il va vous donner toujours satisfaction. C'est ce qu'on disait à l'instant avec Nicolas. Il est là pour vous donner satisfaction, mais même pire, c'est que quand il est même dans l'erreur, il est tellement convaincant qu'à la limite, vous alliez peut-être même mettre en douce votre question en disant que waouh, tout compte fait, j'avais peut-être tort, parce que lui, il s'est barré dans un autre monde et il vous a fait presque perdre la lignée là-dessus. Donc, Microsoft, pour essayer de déployer et pour avoir un sémantique index, comme ils l'appellent, hein, c'est le fameux sémantique index. Ils ont ouvert une nouvelle fonctionnalité. Alors attention, hein, Microsoft n'est pas une OBNL, je le dis à chaque fois, hein, même si je suis bébé Microsoft, je crois que je leur fais pas de cadeau là-dessus, à savoir que c'est rien des trucs. Donc il faut quand même une licence. On parlait de licence. Je vous renvoie au dernier podcast de ma partie où je parle aussi de licence M365. Il faut obligatoirement une licence 3 ou une licence 5 pour pouvoir activer évidemment le Copilot. Ceci va vous donner évidemment une index sémantique pour Copilot et une carte sophistiquée des données qui se trouvent cette fois-ci dans le tenant. Et qu'est-ce que fait Microsoft? Il reprend toutes les données de votre tenant, donc évidemment tenant privé, mais il reprend les données de votre tenant. Et là, il reprend tout ce qui va se trouver dans OneDrive, dans Exchange, dans SharePoint, dans Teams, dans tout ce qui se passe au travers. Un peu comme Insight qui se rappelle Microsoft Viva, hein, qui est la nouvelle coqueluche de Microsoft pour de l'optimisation. Ça aussi, on en parlait un peu off the record avec Nicolas. Ça, je reviendrai rapidement tout à l'heure. Et là, justement, Microsoft offre la possibilité de faire des recherches sur les outils, en fait, de M365. Donc, toutes les apps que vous pouvez avoir avec le 5, qui sont les apps les plus importantes, hein, qui va des Office qu'on connaît de base, en passant maintenant par les To-Do, les fameux Microsoft Loop, Microsoft Viva, et évidemment toute la partie Teams aussi au travers des chats. Hein. Il y en a des choses qui se disent dans ces channels et compagnie qui des fois pourraient éventuellement ne pas vouloir ressortir ou d'être dans un channel privé à privé. Hein. Donc ça aussi, il y a une autre peut-être démarche à avoir de qui fait quoi. Encore une fois, de vision de sécurité, comment l'extraction de données peut se faire, parce que si quelqu'un transfère éventuellement un document finance ou RH au travers d'un Teams, puis que vous faites une demande Copilot, mais que les droits sont pas gérés, alors normalement vous devriez être dans un groupe. Ça, c'est pour Copilot. Je pense que Microsoft a déjà plus ou moins, je ne sais pas si dans le preview, parce que là, sur ce que j'ai testé, on l'a pas encore vu. Ça, c'est un des scénarios que je veux faire. C'est de dire, est-ce que si je suis un user classique, je suis dans le groupe que je peux utiliser Copilot 365, mais qu'en même temps, je suis pas dans le groupe qui peut avoir accès à, je sais pas moi, le SharePoint de la finance. Si par contre quelqu'un l'a partagé dans Teams, mais que les groupes sont pas cumulés de je ne sais comment, puis que là on fait une petite demande, est-ce que ce fichier ou ces informations pourraient pas être extraites d'une certaine autre manière en étant malin et en interrogeant évidemment ce fameux copilote pour nous dire, écoute, extrais-moi ces infos. Bah oui, mais en mode normal, j'y aurais pas accès, mais en mode genre, c'est lui qui va l'interroger. Il va peut-être me redonner de l'intérieur du fichier ou de l'extérieur du fichier ou des métadatas. Tout ça, ça sera éventuellement à voir, mais ça, c'est ce que je voulais aussi vous mettre en exergue au travers du Copilot. C'est ça qu'il faut évidemment faire très attention, évidemment, à cette ressortie et cette DLP cette défire de données. Oui, il faut être très prudent puis c'est un des enjeux parce que comme le AI va apprendre de l'ensemble du tenant, et comme on est capable avec ChatGPT, par exemple, de le jailbreaker en lui faisant accroire des choses, il n'est pas exclu qu'on soit capable de jailbreaker Copilot dans le M365 et justement l'amener, comme tu dis, que normalement, on n'est pas supposé avoir accès à l'information, mais en jailbreakant, on aurait peut-être un potentiel. Puis ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer, cet élément-là. Moi, personnellement, ça me préoccupe énormément, surtout pour des tenants très vastes, avec une très
disons, amplitude de gens qui sont dans ce tenant-là, dans quel cas on pourrait se retrouver avec des informations par erreur qui on n'est pas supposé normalement voir, on ne serait pas capable de faire ça. C'est ça, c'est que eux, par défaut, comme ils le précisent, Copilot a aujourd'hui effectivement donne accès aux applications M365, donc les fameux Word, Excel, PowerPoint et compagnie, Loop et autres, seront disponibles évidemment au travers des utilisateurs. Et donc moi, la césure ou la cassure qui peut être, on l'a vu avec Jupyter Notebook dans les fameux ChaosDB ou dans les problématiques de collatéraux entre différents back-end et compagnie. Donc là, on n'a pas de problème de back-end. C'est pas parce que je vais craquer un back-end qui serait le back-end de Teams pour avoir accès à autre chose. C'est être sûr et certain que même s'il est lié à l'Active Directory, mais il est lié pour les users, il est lié en disant parce que comme c'est une notion de licence, quelqu'un pourrait aussi avoir, parce qu'il va y avoir dans les E3 une notion de licence, une case à cocher Copilot. Dans les E5, les gens l'auront par défaut. Donc ça sous-entend que derrière, en autorisation et en pratique de matière de contenu, il faut que effectivement les informations les plus pertinentes, s'appuyant sur les engagements en matière de sécurité, puissent évidemment être maintenues, comme il le précise, et des confidentialités de l'entreprise. Mais là, ça voudrait dire quoi? Est-ce que ça veut dire aussi que la société doit être mature au travers de la DLP ou en tout cas de la classification de ces données? Est-ce que sans tag, Copilot considère que c'est de la donnée publique? Est-ce qu'il faudra du tag pour être mis? Est-ce qu'il faudrait PureView en gouvernance avant? Parce que s'il n'y a pas PureView, il n'y a pas de Copilot viable. Tout ça est encore des grosses questions à aujourd'hui et que je peux pas vous répondre. C'est pour ça que je veux faire cette petite alerte à aujourd'hui, puisque c'est vraiment de la preview depuis, on va dire depuis mars. Microsoft a récupéré OpenAI en février, donc on est en juin. C'est pas quelque chose qui existe depuis 2 ans ou 3 ans. On parle en semaines et en mois. Copilot, normalement, GitHub est sorti très rapidement, mais ça, c'est facile, c'était le code. Copilot Security est sorti en avril. Et on parle de Copilot M365 depuis mai. Donc, moi, en tout cas, les dernières dates, c'était aux alentours du 5-10 mai. On est le 26 juin. Donc, automatiquement, ça prouve que par défaut, on est quand même très court. Désolé, j'ai cassé un petit peu quand vous écouterez ça à la mouture, mais c'était important que je vous donne des dates et des délais entre les deux, là. Mais le but du jeu, c'est que là, c'est assez court. Donc, on peut se poser les questions de comment il suit les principes fondamentaux de l'entreprise, comment il construit l'approche globale, évidemment, de la conformité ou de l'architecture de l'entreprise aussi, parce qu'il doit suivre, évidemment, les conformités ou l'architecture de la partie de Microsoft. Mais l'IA est responsable, évidemment, du locataire sur lequel le M365 est reposé. Comme disait à l'instant Nicolas, un locataire où il y a que 1000 personnes, je dis pas que c'est pas facile à suivre, mais c'est un petit peu plus digeste, même pour des gens et même pour des humains, entre, on va dire, 500 et 1000. Et moi, j'ai connu, dans mon ancien temps, très proche des mandats où il y avait 30 000, 36 000, 40 000, 60 000. Mon ancien employeur est un tenant démultiplié, mais il y a un tenant où il y a plus de, enfin, même avec le rachat qu'il a fait l'année dernière, ils sont maintenant 86 000 personnes. On fait quoi? 86 000 personnes, des mecs qui doivent en faire des copier-coller de partout, ça passe au travers de tous les trucs. Enfin, je veux dire, comment l'IA derrière, ils vont être sûrs à un moment donné que l'IA, quand il doit poser une question, en plus de poser cette question et de répondre parce qu'il devra scanner son index tel qu'il le veut, permettra justement d'aller récupérer et pas de récupérer. Donc, il y a des gens qui vont évidemment... Moi, le premier d'ailleurs, si on est Red Team, ça veut dire que le Red Team rentre à l'intérieur de l'entreprise en white box, messieurs, dames, et non en black. Donc pas de sensationnalisme, là, il faut être évidemment à l'interne, parce qu'en plus c'est lié avec une licence, donc on est bien d'accord. Quand quelqu'un vous vendra du Copilot en black box, vous allez l'envoyer paître, lui dire d'aller bosser chez Home Depot et d'arrêter parce que c'est lié avec une licence. Mais ça veut dire qu'à l'interne, il y a encore plus de surveillance. Donc, ça sous-entend encore une fois beaucoup plus de hiérarchie sur les revues d'accès, sur les revues des accès au travers des données. On parle de évidemment d'information protection, mais la notion effectivement des données sur la notion, comme on appelle ça, du DLP, le fameux data lost, ou de savoir qu'est-ce qu'on va éventuellement générer en termes de, comme on disait tout à l'heure, de taguer évidemment les datas. Si aucune société a tagué rien ou qui sait même pas ce qu'elle a dans les endpoints, parce que la plupart du temps, des petites boîtes de 500 à 10 000,
ouais, ils pensent que les gens sont tous cool, mais il y en a qui font des synchronisations de leur OneDrive business au complet. Hein. Je sais que moi, dans ma job, j'ai pu constater qu'il y en avait certains qui avaient pas presque le SharePoint au complet, mais une grosse partie de leur point à eux, ou voire même ils transfèrent aussi des fois des SharePoint partagés et ils le descendent sur leur poste. Mais tout ça, c'est pas des datas qui sont spécialement partageables, même si le endpoint est contrôlé et compagnie. Donc, si le endpoint est contrôlé, est-ce que Copilot, à un moment donné, va se retrouver sur le endpoint aussi? Ça, personne n'est capable pour le moment de donner. Si le AMA, le fameux agent qui doit évidemment générer et collecter les affaires, est-ce que demain va se retrouver sur le endpoint? Mais là, la frontière commence à s'ouvrir. Parce que là, ça sous-entend qu'il n'y a pas que les outils back-end et on est en mode SaaS pour le faire. On est quand même dans un outil aussi physique qui devient être un outil qui peut utiliser n'importe quoi comme application, puis pas que des applications Microsoft. Donc automatiquement, que ça soit Microsoft ou d'autres IA là-dessus, la Microsoft c'est parce qu'il fait Copilot là-dessus, il y aura sûrement des choses évidemment à comment évidemment driver l'affaire. Donc pour vous résumer et pour vous dire aussi à quoi en tant que logique, ça devait vous aider, parce qu'évidemment, on part toujours du bon principe. Là, on voit toujours le côté négatif de notre côté, mais il y a aussi le côté positif. Donc, on va dire le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Mon verre à moitié vide, vous venez de l'entendre. J'aurai d'autres sujets. Je voudrais aborder l'autre partie assez rapidement, parce que c'est aussi un sujet important. Je me dépêche, mais si vous voulez qu'on approfondisse les choses, moi je vais être obligé de le faire de toute façon dans mon cadre de mon job. Je vais le faire aussi dans le cadre que ça soit du Polysécure, du Hackfest et compagnie. Donc ça, ce sera des sujets qui vont évidemment tenir. D'ailleurs, même au travers du Sécure, il y a un sujet génératif qui est toujours en place avec Nicolas. Donc ça fera partie sûrement aussi de toutes ces histoires au complet. Donc moi, le but du jeu, c'est de vous dire attention. Plus vite vous allez vous préparer, plus vite vous allez savoir si votre architecture d'entreprise ou les gens avec qui vous travaillez veulent se lancer là-dessus. Puis là, j'appelle à tous ceux qui font partie du monde de la sécurité dans ces entreprises-là. Ne soyez pas réfractaires, encore une fois, pour un point, parce que moi aussi j'aurais pu l'être, mais ce serait pas bon parce que de toute façon ils iront quand même, ça vend de la magie. Donc ils vont y aller d'une certaine manière ou d'une autre, où il y aura de toute façon quelque chose ailleurs ou quelqu'un ailleurs qui de toute façon fera passer le sujet. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est comme une fois on en avait parlé avec Nicolas, quand il y a un sujet à faire, même si vous ne l'aimez pas. On parlait de TikTok, je crois, de l'époque. Si vous ne l'aimez pas, testez-le et oui. vous pouvez éventuellement critiquer ou le changer ou voir comment il est. C'est la même chose que j'ai à vous passer comme message quand vous voulez. Il n'y a pas le choix. Il faut les tester, il faut comprendre comment ils réagissent, il faut surtout désacraliser le côté magique, parce qu'il n'y a jamais de côté magique dans l'électronique, hein, tant que c'est pas fait de manière divine, tant que c'est pas de la nature, c'est toujours l'homme qui a fait l'homme, hein, donc c'est toujours l'homme là qui a fait le système, donc ce qui est fait par l'homme peut être défait, donc surtout n'ayez pas peur. Le but du jeu est par contre de savoir à quoi vous devez vous attendre, parce que ça sous-entendrait sûrement un rehaussement de votre boulot, un rehaussement de politique de changement qui pourrait éventuellement vous gêner aussi pour diverses raisons et variées. Faut que j'apprenne autre chose, faut que j'apprenne ceci, faut que j'apprenne les concepts du LLM, faut que j'apprenne telle affaire. Oh là là, il y a encore d'autres agents à faire. Donc bref, vous comprenez le point. Parce que le verre à moitié plein de l'autre côté, ils veulent le mettre pour le whiteboard. Pour le whiteboard, c'est pour aider et brainstormer avec un AI. Donc, vous auriez le AI directement à faire, c'est de suggérer. Et quand vous allez suggérer genre comment je pourrais optimiser organiquement mon site web. Et automatiquement, le AI, s'il a évidemment un certain nombre d'informations pour optimiser le site web, lui il va vous donner des cartes. Vous savez comme on fait la plupart du temps quand on veut focuser, on met ou brainstormer par des domaines du driver domaine, hein, des domaines d'affaires. On se met dans une salle blanche, on commence à prendre l'intégralité des post-it et on balance toutes ces informations à ce niveau-là, puis on regarde qu'est-ce qui est évidemment factorisable et compagnie. Ça, normalement, Copilot peut aider dans le whiteboard à le gérer. Alors, j'ai pris l'exemple du site web, mais ça pourrait être n'importe quoi. Il pourrait aussi, au moment où vous avez fait aussi, si vous n'avez pas eu besoin de démarrer en page blanche,
dire bah tiens au fait réorganise-moi selon les items de mon whiteboard que je viens de faire, comment tu pourrais me conceptualiser le côté des gros thèmes qu'il peut y avoir. Et le système va vous dire, bah tiens, ça c'est tout ce qui considère, je sais pas moi, le SEO, tiens, ça c'est tout ce qui considère la structure networking, tiens, ça c'est tout ce qui considère. Puis vous apercevrez peut-être que dans vos titres d'origine, ah bah tiens, on n'a même pas parlé de UI, on n'a pas parlé de CSS, on n'a même pas parlé de keywords, on n'a même pas parlé de machin. Ah bah tiens, on s'est quand même très très dévié dans tel et tel aspect. C'est un petit peu comme ça que d'ailleurs Insight avait été vendu. C'est d'essayer de vous optimiser évidemment votre temps en disant cette semaine, tu as passé quand même 25% de plus dans tes mails. Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on disait à l'instant avec Nicolas, c'est qu'il faut faire attention avec Viva. C'est aussi, alors maintenant avec l'IA encore plus, parce que Copilot est évidemment derrière Viva, même si Viva lui-même était plus ou moins autonome à faire encore une fois de la statistique sur votre job. Bah là, automatiquement, il va pouvoir encore optimiser un peu plus. Si ça, c'est à la main de personnes qui veulent jouer Big Brother, vous comprenez ce que ça peut éventuellement gérer. On peut revenir dans des déviances de manipulation de personnes ou de manipulation en disant dis donc t'as pas été très optimum là-dessus, tiens cette semaine tu m'as dit que t'avais fait 20 rencontres, tout compte fait le système m'a dit que t'avais fait que 4 heures de meeting. Bref, ça veut dire qu'on est Big Brother derrière. Ça aussi il faut faire attention, ça fait partie de la sécurité des personnes. Ça aussi ça veut dire que ça doit faire partie comme les SOC 2 de la processus de sécurité aussi au niveau des gens. À savoir que il y a des métiers qui l'obligent, puis ça vous le savez, vous le signez dans votre contrat de travail, mais il y a d'autres métiers où c'est pas le cas, parce que vous êtes, je sais pas, un développeur, vous êtes un analyste, quelqu'un qui a un sens de réflexion et qui lui-même a géré. Enfin, si vous avez des diplômes en plus, vous bardez de diplômes, vous n'avez pas spécialement, quand je dis vous n'avez pas spécialement besoin. Toute logique, on estime que vous avez une éthique professionnelle, donc vous savez comment organiser aussi votre temps. Normalement, Viva, comme la suite des logiques, même avec un copilot derrière, doit vous aider vous. Donc, la notion de la propriété sur laquelle l'outil doit vous donner, c'est à vous qu'elle revient. Ça aussi, ce sera éventuellement un gros sujet à prendre en compte et que Microsoft devra faire, parce que si ça doit revenir au monde du RH, ou ça doit revenir je sais pas moi, au coordinateur et compagnie, automatiquement, on redonne encore du pouvoir à des gens qui, on ne sait pas comment vont piloter les informations, de quelle manière ils vont les piloter. On pourrait encore ressortir comme quoi vous avez été absent pour X ou Y, puis on touche la maladie, on touche éventuellement d'autres aspects. C'est bizarre, tu as des rendez-vous médicaux assez cumulés. Oui, mais bon, ça me regarde, ou ça regarde le RH, ou ça regarde mon directeur, mais ça regarde pas spécialement coordinateur, et ainsi de suite. Donc, méfiez-vous à tout ça, mais en tout cas, pour la suite des événements en termes d'outils, que ça soit whiteboard, comme je viens de vous le dire, PowerPoint, simplement pour dire image générateur, alors méfiez-vous au fake, mais là, vous pouvez en faire vous-même, de faire évidemment ou de créer éventuellement, donc que ça soit une image, que ça soit des menus, que ça soit un slide. D'ailleurs, une idée serait éventuellement de dire que si on crée demain une présentation dédiée de ChatGPT, il faudrait presque la faire créer par ChatGPT elle-même. Ça serait évidemment très drôle. Puis, en lui disant de quoi vous voulez parler et compagnie, et puis de dire que celle-ci soit non pas générée par un humain, mais par elle-même. Le rewrite aussi, qui est intéressant. Ça, par contre, c'est peut-être une des points qui était super cool. C'est le côté de comment on est plus concis, comment on est plus focus, comment on peut... Tout ça, le génératif sait le faire en disant bon mon texte il est trop gros là, ma slide je sais que je suis toujours très prolixe dans mes slides parce que je veux que ça soit aussi un peu un livre blanc et autres, mais je pourrais peut-être demain demander à l'IA de me l'optimiser en termes d'être beaucoup plus concentré, plus focus, peut-être plus bullet point, ou rephraser des fois parce que vous utilisez des fois les mêmes mots sans vous en rendre compte et qu'on doit le gérer. Puis ça marche aussi pour les websites et compagnie, mais bref, ça permet d'être un peu plus on va dire consistant. Donc ça aussi c'est des choses intéressantes, mais là ça touche pas, encore une fois, la sécurité. Attention au plagiat, attention quand même qu'on n'aille pas chercher des choses que vous n'auriez pas le droit ou ça ne diriez pas la source. Et dans un podcast fait par des bénévoles et géré par Nicolas, donc lui-même, il ne voudrait pas non plus que Chat ou qu'un autre dise tiens, il y a ma voix qui parle et puis il y a la voix de Nicolas pour un autre podcast qui fait que voilà, ça. Puis la podcast c'est un petit peu plus compliqué, quoique ça s'est fait avec
Ça s'est fait avec 2 chanteurs, mais on va dire que pour des blogs, pour des gens qui font du graphique et j'en passe, en tout cas, bref, ça c'est toujours un sujet. Maintenant, il y a aussi le Copilot Outlook. Bah, vous l'avez compris, ils ont fait du Copilot au complet, Outlook, OneNote et compagnie, mais pour Outlook, c'est éventuellement vous envoyer ou en tout cas vous mettre en topic évidemment les sujets les plus sensibles au niveau évidemment des mails. Un truc intéressant, c'est que là, il peut être utilisé à l'envers dans le bon sens. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a des données sensibles, des données qui ne devraient pas être extraites, des données qui n'auraient pas dû être envoyées par mail, bah, lui pourrait éventuellement vous les mettre en exergue en disant, tiens, là, je viens de voir un numéro de série, un numéro de passeport, ou je ne sais quoi, ou tout autre point. Il y a peut-être éventuellement des choses qui pourraient être éventuellement faites avec des règles bien particulières, et là, de lancer une alerte avec éventuellement une procédure automation, avec quelque chose qui pourrait être intéressant. En même temps aussi, il peut envoyer de manière automatique, ils veulent faire au travers de Copilot, sur des notions de deadline. Ça aussi, des fois, on n'a pas le temps. On va le mettre dans le to-do, ça dépend comment vous êtes organisé, ou vous faites des envois de mails rotatifs, ou des envois de mails, je veux dire, pas à la date plus tard. Bon, bah, lui peut le gérer pour vous-même, en disant qu'à chaque fois que vous allez le marquer, si vous le marquez, vous dites, bah là, lui, si à telle date je l'ai pas répondu, tu me fais un mail automatique en me disant, je t'ai pas oublié, mais il me faut plus de temps et compagnie. Puis vous avez le retour de mail en disant, dans une bucket, attention, là, vous avez celui-là, vous l'avez pas répondu, celui-là, vous l'avez pas répondu, celui-là, vous l'avez pas répondu. Ça permet d'éviter des trucs. Tout ça me semble évidemment super intéressant. Je pense que c'est super optimisé, surtout pour des gens comme nous qui des fois, bah moi j'ai des fois un peu la tête en l'air. C'est pas la tête en l'air, c'est plutôt qu'on est toujours dans de la vitesse ou dans de l'urgence. On doit toujours répondre à la dernière urgence. On est dans la sécurité. Dès qu'il y a un problème, un trou, une demande, n'importe quoi, évidemment, on doit agir. Et la plupart du temps, se refocuser sur qu'est-ce qu'on a fait. Ah oui, merde, je l'avais oublié. Donc, on a des méthodes avec le temps. Moi, j'en ai qui, à date, ça marche pas trop mal. Mais encore une fois, c'est une règle de 80-20. Il y en a certains qui m'échappent au filet, ou que j'ai pas oublié, ou que j'ai oublié, ou tout compte fait, je vais pas avoir le temps. Et ça pourrait éventuellement aider au point. Why not? C'est un peu comme PowerPoint et tout le reste, hein, vous avez compris, hein, fabrication des bullet points, fabrication du OneNote lui-même, automatisation évidemment du système. On a par contre le Microsoft Loop. D'ailleurs, je disais à Nicolas en entrée dans le off, je connaissais un peu moins comme à l'époque, mieux maintenant, mais comme Microsoft mince, son nom m'échappe, mais c'est Booking, voilà, Microsoft Booking, qui permet évidemment de booker selon ce que vous avez sur le calendrier. La Loop, ça va vous permettre on va dire, de résumer tous les contents d'une page au travers d'une collaboration. C'est assez impressionnant. J'avoue que j'ai vu juste une démo. Alors attention, c'est qu'une démo visuelle, c'est pas une démo en vrai. Les gars l'avaient enregistré en fait pour le faire. Honnêtement, si c'est possible à le gérer, surtout pour un événement, en fait, c'est pour gérer un planning d'événement. On sait, hein, un planning d'événement, c'est comme faire le planning des cours dans une école. Hein. C'est le programme par excellence le plus compliqué à faire en informatique, comme la notion des ascenseurs, hein, la règle de la table des philosophes là-dessus. Mais là, de faire ou de planifier un événement, honnêtement, pour prendre toutes les considérations de tout le monde, je trouve que là, par exemple, c'est un outil vraiment d'actualité et de... Puis après, il y a Viva. Mais là, Viva avec Viva Learning, encore une fois, attention à comment il peut être utilisé. Attention à être sûr et certain que ça devra être utilisé pour les gens au travers de leurs propres informations. Je ne sais pas comment les entreprises vont générer ça, où il va y avoir encore des cris de guerre en disant ma propre vision des choses en termes de privacy et de ma gestion de mon temps et compagnie est faite, puisqu'attention, en mode tertiaire, en toute logique, vous êtes la plupart du temps embauché avec un salaire à l'année, donc pas spécialement avec un pointage. Donc, alors c'est sûr, il faut pas être des tirages au flanc, mais bon, est-ce qu'on a besoin de Viva pour savoir ceux qui tirent au flanc ou pas? Comme disait Nicolas, moi je les connais, hein, des fois ceux qui font la copie des autres ou qui peuvent. Maintenant, est-ce que ça doit générer un point? Ça voudrait dire qu'il faudrait mettre tout le monde au diapason, mais incluant aussi ceux qui nous surveillent, parce que après, des fois, on pourrait se poser des questions. Qui surveille les surveillants, hein?
Ça va aussi dans le même sens. Donc là, ce serait éventuellement de dire, bah ok, tu me surveilles, mais moi j'aimerais bien aussi avoir le rapport Viva des directeurs ou des VP, hein, parce que si c'est pour m'annoncer qu'ils ont fait du lobbying, 3 cours de golf, 2 restos et 4 machins, ok, ils sont peut-être payés pour ça, mais est-ce que ça a rapporté autant que ça n'aurait pas dû faire? Bref, vous comprenez que tout ça, c'est des questions existentielles et philosophiques et techniques. Je voulais vous apporter cette petite point de vue parce que je crois que Pilot, on en parle depuis maintenant presque 4-5 mois. Ça rentre dans nos vies. ChatGPT est rentré dans nos vies, mais alors il nous a blindé la tronche depuis novembre 2022. Il n'a pas arrêté. Maintenant, les gens commencent à comprendre qu'il n'y a plus de magie derrière, ou en tout cas moins de magie que ce qui était prévu. Donc c'est moins sexy qu'on le pensait, ou en tout cas beaucoup plus invasif. Et beaucoup plus voleur, hein, mon coup de gueule de dire que c'est le plus gros vol, surtout en version 3, quand il donnait pas les contenus, il payait personne, il donnait pas les sources, on pouvait pas se faire retirer, j'en passe et j'en passe. Donc là, en même temps, quand on met ça en mode entreprise, hein, puisque le podcast est dédié sur la partie du mode entreprise, bah, faut faire attention à ses propres données, comme aux données des entreprises aujourd'hui. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, encore une fois, au-delà du sujet par la suite, hein, puisque c'était ça le gros, c'est le deuxième sujet qui sera le gros coup de gueule ou ce que disait Nicolas en temps réel, mais ça peut éventuellement être assez intéressant de faire suivre un sujet Copilot peut-être pendant tout le long de cette année. Je pourrais peut-être y revenir, je verrai avec Nicolas pour si ça vous intéresse d'y revenir au moins une fois sur 2 ou une fois sur 3 au niveau podcast, et puis de vous dire où on en est, qu'est-ce que j'ai pu voir, quels sont les coups de cri. Connaissez ou commencez à me connaître maintenant, hein, je cacherai pas quoi que ce soit, bien au contraire, et puis de dire les bons coups, les mauvais coups, faire attention à ce qu'il en est. De toute façon, c'est quand même une question d'argent, donc ça sera pas gratuit au travers de Copilot. Hein. Microsoft va pas le laisser à titre gratuit, mais si ça vous intéresse, n'hésitez surtout. Je te laisse éventuellement le mot de la fin sur cette première partie, Nicolas, si tu avais un truc à ajouter ou éventuellement à... Non, c'est des outils qu'il faut être prudent, mais ça, je l'avais déjà mentionné. On ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller. Microsoft fait des tests. Dans un petit tenant, c'est correct, c'est tel que tel. Mais comme tu le mentionnais, faut le tester. Puis ça, je trouve ça essentiel. Toutes les gens qui chialent et qui n'ont pas testé la technologie sur laquelle ils chialent, je ne donne aucune valeur à leurs propos parce qu'ils n'ont pas été capables de le tester. J'ai testé ChatGPT, j'ai testé TikTok, j'ai testé ces éléments-là. Fait que je suis capable de dénoncer dans la portée de ce que c'est vraiment. Donc, testez M365 Copilot parce que vous allez voir ce que vous êtes capable et dans quelle mesure vous êtes confortable à vivre avec ce que ça va vous amener. Parce qu'il y a des bénéfices et le verre est à moitié plein aussi. Mais est-ce que vous êtes capable de vivre avec le revers de ça? Parce que le verre aussi est à moitié vide. Fait que vous êtes capable de voir, faire un choix éclairé. Là. Puis c'est un peu dans cette perspective-là. Tout ce que ça peut amener, autant de bon et de mauvais. Exact. Il faut vraiment être sûr et certain que Dynamics, je voulais aussi pas l'oublier, puisque c'est le RP et le CRM de Microsoft. Il va y avoir Dynamics 365 Copilot aussi. Donc, vous imaginez, là, on rentre aussi dans des sujets assez importants pour certaines entreprises. Parce que Dynamics, c'est quand même le CRM et le RP. Donc, c'est quand même les relations partnership. Hein. C'est quand même aussi le customer relation management. Donc, à aujourd'hui, il faut vraiment faire attention à comment ces outils fonctionnent. Et plus vous en saurez évidemment tout de suite, rapidement, et plus tôt, au travers en plus des previews, mieux vous allez pouvoir l'appréhender à ce niveau-là. Vous pouvez quand même pas vous alerter, mais en tout cas vous prévenir que ça s'en vient fort. Ils n'ont pas acheté ça pour 10 milliards pour juste le mettre dans un coin et le faire tourner avec GitHub, hein, on est bien d'accord. Faire juste ChatGPT version 4. On est bien OK. Le but du jeu était de remettre Bing sur le sujet et de faire que maintenant, bah, c'est plus Bing, mais ça va être un Bing chat conversation avec un bot, là, et qu'on essaye de prendre cette fois-ci un peu gueule de pied de nez avec le sien et puis d'essayer de remener un peu les choses. Mais c'est surtout tous les outils qui sont à l'arrière et d'aider, comme par hasard, sur les sujets de l'office, de la sécurité, du développement et en plus de l'ERM du CRM derrière. Donc voilà. Sans plus attendre, je passe à la deuxième partie effectivement du sujet du podcast, qui est en l'occurrence effectivement. Vous m'en avez déjà entendu parler depuis un petit moment, mais
Mais je reviens, parce que ces derniers temps, encore une fois, j'entends beaucoup trop de gens me dire qu'ils font du pentest cloud. En tout cas, j'entends les gens raconter un certain nombre de choses, même lors de certaines présentations. Je ne suis pas contre les présentations de pentest. Je ne suis absolument pas contre les présentations à dire que le cloud est éventuellement pétable de je ne sais quelle mesure. Oui, il n'y a pas de secret. Le portal Azure s'est fait aussi hacker il y a de ça quelques mois, voire quelques années, par certaines grosses structures du côté front-end, mais que du côté front-end, encore une fois, pas du côté back-end. Alors, avec des mesures de dire jusqu'à où ils ont été, bah, ça a été suffisamment bien disclosé ou autre pour que, bon, il y en a certaines qui ont, en l'occurrence, fuité, d'autres moindres. Donc, par défaut, pour moi, je me dis que c'est porte close au travers de ça, parce que si ça avait été aussi drastique, je vous rappelle qu'en plus, le portal Azure, aujourd'hui, je parle du portal Azure en tant que tel, et ça, c'est vérifiable, c'est 2,5 fois le code source de Windows 11. Donc, bon courage pour les 4 millions de lignes de code de JS, si vous voulez vous y êtes. Puis en plus, c'est encodé, c'est minimisé et compagnie. Donc, je vous dis pas, je suis même pas certain que le gars qui a ça chez Microsoft, est-ce qu'il y en a un qui aurait ça au complet dans sa vision, mais même d'avoir 4 millions de codes derrière soi, est-ce que ça change quelque chose pour quelqu'un, à part quand il cherche un truc bien précis, mais avec en plus toute l'architecture qu'il aurait dans la tête. Je crois que là aussi, il va falloir à un moment donné qu'on arrête à se pignoler le machin, parce que là, on se noie dans un verre d'eau, de toute façon. De l'autre côté, au niveau du back-end, pareil, les back-end, comme je vous l'ai précisé, je parle des back-end physiques, par exemple. S'il y avait eu du data center qui avait été hacké ou fait, que ça soit du côté Microsoft ou du côté des deux autres, ça aurait su, les gens seraient déjà plus ou moins alarmés, on aurait une sorte de guerre mondiale de revenir en on-premise et compagnie. Ça n'a jamais été le cas, c'est protégé presque pire que des grosses banques à aujourd'hui. Donc ça aussi, à part si une force armée ou que les Chinois décident de prendre 300 000 machins et puis de rentrer dans un tanker total, c'est clair que c'est pas le gars d'à côté ou quelques petits bonhommes à Montréal ou quelques petits bonhommes à Los Angeles qui vont évidemment rentrer dans des compteurs là-dessus. J'ai pas dit que c'était pas possible, j'ai dit que c'était très, 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 très dur. Donc, il faudrait beaucoup de moyens, beaucoup de connaissances et beaucoup de choses. Donc maintenant, on va rentrer ensuite dans le côté back-end tel qu'on l'entend, c'est-à-dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des entreprises? Est-ce qu'on l'entend? Encore une fois, la notion de dire on veut attaquer un cloud public via, évidemment, une entreprise, déjà d'une, il faut connaître son tenant, soit. Mais là, encore une fois, quand vous voyez des exemples qui ont fait, Dieu sait qu'on en a cité pas mal. D'ailleurs, si vous reprenez toutes mes podcasts de Technics avec Nicolas, je crois que dans l'année 2022, il m'en manque un qui est arrivé en 2023, mais je les ai tous cités, les 6, les Oh My God, les Chaos DB, les, Azurescape, le Sylaps, je les ai tous cités. Donc, ils sont tous là. Mais tout ça ont été faits par, je vous rappelle, que 3 boîtes. Okta, Wiz et la troisième est une société encore israélienne, ça va me revenir. Mais ils sont cités que par ces 3 boîtes, et ces 3 boîtes, à aujourd'hui, ont leur propre tenant. Je tiens à le redire, ils n'ont pas fait du sensationnalisme, ils n'ont pas dit alors oui, c'est du sensationnalisme entre le fait de qu'est-ce qu'ils ont découvert à l'intérieur, parce que ça aurait dû être les gens de chez Microsoft. Mais la notion, c'est qu'ils avaient un tenant à eux, ils avaient une subscription à eux, ils avaient les licences qu'il fallait, parce que ça, vous pouvez être en preview, vous pouvez même être en Azure Pass ou MVP, comme certains de mes collègues, quand vous avez les fameux X milliers de piastres et compagnie, vous avez des droits de quota et de limites qui sont évidemment dédiés. D'ailleurs, vous n'avez même pas le droit d'être en P2 quand vous êtes MVP. Donc, vous imaginez que ça sous-entend que vous êtes au minimum en P1, donc les privilèges Identity Management ne sont pas actifs, et l'intégralité de tout ce qui est la sécurité derrière au travers du P2 n'est pas actif non plus. Donc, ces gens-là ont dû évidemment payer. Ils payent évidemment une entreprise agreement ou ils payent un CSP. En payant cette CSP, cette entreprise agreement, ensuite ils ont des droits, peut-être parce qu'ils sont partenaires, NPM, peut-être même partenaires plus que je crois d'ailleurs pour Okta, qui sont presque du sous-payé pour être un labo de sécurité de Microsoft ou de sécurité des clouds mélangés. Ouais, c'est pareil. Ça, j'ai un point, puis ça, il faut comprendre l'écosystème cyber d'Israël aussi, parce que déjà là, aussi, ils sont dans un univers à part, qui ont un centre
spécialisés dans ce genre de choses-là, qui fait que probablement la proximité de Microsoft avec ces compagnies-là doit être démesurément plus grande que ce qu'on a ici. Pour l'avoir vu, entre autres, c'est Beersheba qui est le centre vraiment névralgique en Israël de ce genre de choses-là. La synergie qu'on y retrouve, elle est probablement unique à cet endroit-là au monde, et de cette synergie-là, il doit y avoir un certain nombre de passe-droits qui vont aller plus loin, ce qui ne retire pas la qualité des recherches qui sont faites, mais ils ont accès à des choses que la plupart des chercheurs n'ont pas nécessairement accès justement pour aller à ce niveau-là et d'être capable de sortir un exploit qui est complètement fou, qu'on n'aurait peut-être probablement pas été capable d'intercepter de toute façon si on n'avait pas eu ce niveau d'accès-là par rapport aux infrastructures de Microsoft ou de n'importe quel autre d'ailleurs, là. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là sont soit payés ou soit ils payent eux-mêmes pour ensuite être payés, un peu comme les HackerOne de ce monde en bug bounty sur éventuellement pen test officiel sur des web publics et j'en passe et j'en passe et j'en passe, pour que justement ils essayent de tester le côté quoi, le côté mouvement latéral des pages. Puisqu'en fait, qu'est-ce que SATAC Okta ou SATAC WIS, c'est OPAS. C'est la notion de dire, j'ai un Postgres ou j'ai un Jupyter Notebook ou j'ai un Chaos DB. Comme c'est managé par le cloud public, automatiquement, il y a des choses croisées interclients. S'il y a des choses croisées interclients, parce que eux-mêmes doivent monter évidemment l'infrastructure par eux-mêmes, comment moi je peux faire pour monter cette infrastructure, pour toucher cette infrastructure par en dessous, pour faire ensuite ce fameux mouvement latéral, pour me dire, et c'est ce qui s'est passé avec Chaos DB, c'est ce qui s'est passé avec AzureScape, c'est ce qui s'est passé avec à peu près tout ce qu'ils ont découvert, de savoir comment on peut justement dans ces couches-là se dire, ah bah tiens, tout compte fait, tiens, grâce à ça, j'avais accès à X milliers ou X millions de trucs parce que j'ai pété telle affaire puis que je me suis retrouvé sur l'hypervisor du pass voulu. Mais ça, c'est pas... j'ai fait un phishing de super jeu Nintendo ou de tiens Mario Bros là qui vient de se faire hacker par un autre jeu là. J'ai pas fait un phishing avec Mario Bros voulu, que la petite madame l'a installé sur le truc, que moi j'ai eu un mouvement avec en plus les droits que la petite madame aurait peut-être pas, que ça m'a permis de rentrer dans je ne sais quel tenant, qui ce tenant-là ne me fait rentrer que du côté M365, pas spécialement du côté Azure. Si elle avait accès évidemment à la subscription, elle n'aura pas accès à Azure. Donc que j'ai accès à Azure, puis que cet Azure, coup de bol, je serai honneur et contributeur. Écoutez, j'ai l'impression de voir et d'entendre. Là, je vous invite à aller le voir, ou en tout cas à l'écouter. Faut lui faire de la pub, mais bon, c'est un humoriste français, il s'appelle Bigard. Il est devenu un petit peu malpoli avec le temps, mais dans ses premières années, il était bon. En tout cas, moi, je le trouvais bon. Et il a en plus une blague, enfin un sketch qui tombe sur une chauve-souris qui va aller attaquer quelqu'un dans son appartement. Et en fait, c'est pour la plaisanterie de la blague de dire, bah, la chauve-souris peut pas savoir où il habite, comment elle peut cliquer sur évidemment le bouton de l'ascenseur, comment elle peut savoir l'étage, comment elle peut sonner sur le truc. C'est un petit peu toute l'idiotie, en fait, de savoir faudrait que cette chauve-souris sache évidemment tout ça. Bah, ça revient un peu au même. C'est-à-dire que je fais l'amalgame et l'analogie avec ça. Quand on y réfléchit 2 secondes, bah, on se dit effectivement, tout ce que j'entends évidemment dans les gros trucs, bah, ça veut dire qu'on est en train de me mentir, on n'est pas passé de l'extérieur. Parce que dites-vous que Black Box signifie que vous êtes, moi comme vous, comme Nicolas, à dire que Nicolas travaille pour un de ses clients. Je connais son nom de client et ça s'arrête là. Ça veut dire que moi, désormais, il faut que je trouve à savoir comment faire du recon au travers de ça. Est-ce que je connais des gens qui peuvent éventuellement y travailler? Est-ce que si j'en connais pas, est-ce que je peux éventuellement voir si j'en connais d'autres qui en connaissent d'autres qui y travaillent? De faire ensuite de la reconnaissance, de targeter du phishing parce que ça ne rentrera que comme ça. D'ailleurs, certains gros de Red Team, et je dirais pas leur nom, surtout s'ils écoutent le podcast, utilisent désormais des sociétés qui demandent des pentests à leur société à elles. Et ils leur disent, si vous décidez de rentrer chez nous en black box, vous n'utilisez pas le phishing. On vient de me le dire, il y a moins de quelques jours, quand des sociétés réclament ça, 8 sur 10 arrêtent le job. Ils savent que pertinemment, ils ne pourront pas rentrer dans les périmètres voulus du style, t'as un problème en Wi-Fi ou autre. Pourquoi? Parce que les seuls 2 autres qui peuvent le faire, c'est soit ils ont des vrais mercenaires du style,
aucune crainte de rentrer dans l'entreprise et de se faire passer pour un tel, aucune crainte pour faire éventuellement tout ce qu'il faut pour dire, un peu comme Mister Robot, je suis le monsieur d'à côté, je viens réparer les toilettes, ou à la mode Fast and Furious où je fous la merde dans les chiottes puis je viens les réparer derrière. Bref, c'est de passer à un autre niveau. On est dans un niveau où là on est à un niveau sécurité physique, sécurité de personne à personne, de générer éventuellement d'aller même altérer la sécurité peut-être, pas physique dans le sens mal, mais altérer la physique de la personne pour aller lui piquer une carte, pour aller le voler, pour aller lui faire un double, pour essayer de faire. Parce que là, on ne peut pas aller prendre de phishing du style, je me reste derrière mon écran, j'essaye de balander 200 000 emails à je ne sais plus combien, surtout avec maintenant les campagnes, enfin on arrive en 2023, je pense que ça commence à devenir très 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 fort. Les gens qui commencent à voir comment c'est. J'ai pas dit que ça se passait pas. J'ai pas dit que c'était clever. On parlait de caféine il y a encore quelques semaines dans le dernier podcast. Vous allez voir sur lesquels je suis été attaqué. C'est très très fort. Il y a encore des moyens d'y passer, mais c'est par là que ça y passe. Donc quand quelqu'un vous fait une présentation, et je ne citerai pas évidemment quelques entreprises au Québec et ni à Québec et qui font des présentations, des contextes de gens qui vous disent oui, on a des RCE, des tokens, des machins, des bidules, et qui vous précisent en même temps, regardez, je fais une simulation du personne, regardez, j'ai pris son token, j'ai accès à son VPC, ça balance évidemment sur la partie de la partie serveur, puis hop, j'ai un accès à un autre serveur, puis regardez, je peux énumérer, puis bouf, j'ai accès. Ouais, l'analogie de la chauve-souris est exacte, ou Mission Impossible, ou tu sais, ce genre de choses-là qui se peuvent pas. Puis, puis dans le domaine, ça fait longtemps, là, doit faire une vingtaine d'années facilement que je me plains de ça, où les gens commencent à crier sur des conneries, puis là, ils s'énervent. Mais tu sais, je disais, pour matérialiser l'attaque, là, puis on remonte il y a 20 ans, c'était le même genre d'élément, puis là, tu dis, ouais, là, mais c'est grave. Il y a 20 ans, il n'y avait pas HTTPS, par exemple. Ah, c'est grave. Tu vois, mais c'est sérieux, là. Pour intercepter la communication, qui est supposément secrète, faut chercher quand la personne va communiquer, faut chercher que cette personne elle a quelque chose d'important à communiquer également. Puis, de réussir à les intercepter pendant ce moment-là, d'aller faire ce travail-là. Ça, il y a 20 ans. Là, maintenant, c'est plus facile d'intercepter, puis ça, fait que c'est moins valide, ce scénario-là. Mais c'est le même genre de choses. C'est là, maintenant, il faut savoir quand la personne va émettre l'information qu'on a besoin. Le fameux token que je m'identifie avec mon jeton de Global Admin, puis que je vois qu'on vient de me voler mon jeton, qu'il faut qu'on connaisse mon rythme de travail, à quelle heure je rentre, quand je vais m'identifier, comment je vais faire mon pattern, comment réussir à me voler mon jeton, est-ce qu'il faut que je m'envoie le phishing au bon moment? Dans ce cas-ci, pour venir chercher mon jeton puis que je fasse tricher. Hey, le degré d'alignement des planètes a juste aucun sens. Disons que là, on est plus proche du loto 649 comme on voit dans la pub avec le thermomètre que le gars se trompe et pense que c'est le thermomètre de l'animal. Bref, et qui va évidemment prendre le 649, mais en même temps, même si on avait, admettons, et encore je fais cet effet parce que c'est comme ça que Bigard le fait dans sa démo, et si la chauve-souris savait, donc là je dirais, et si la chauve-souris savait qu'elle savait persister dans ton Mac, parce qu'en plus il faudrait que ça soit un Mac ou que ça soit un Windows, on persiste pas de la même manière, même si c'est en userland, le Mac a plus de consistance que là pour le coup Windows pourra en avoir, quoique c'est au même endroit, mais on pourrait, que vous soyez dans du Azure CLI ou que ça soit dans du PowerShell. Donc ça voudrait dire oui, vous avez votre point Azure qui est quelque part, mais la plupart du temps, comme on dit en bonne pratique, quand vous êtes dans des entreprises avec des attaquants possibles ou autres, vous faites votre clear contexte assez régulièrement, où vous imaginez. Mais même là, si on est dans un truc où même moi-même, mon entreprise, à titre personnel, ne représente que 350 personnes, ok, elle a l'argent adéquat, et comme je le dis, c'est un petit peu l'idée que je ferai à la fin, là, mais elle a l'argent adéquat, donc on est en Azure P2. Mais en Azure P2, faut se pimer. Donc même si j'avais la persistance, il faudrait que j'aie la persistance de savoir que quand t'es pimé, ou que je simule ton pimage, sachant que le pimage faut être en approval, si en plus on est global admin ou si on est honneur,
Et que par rapport à tout ça, faudrait savoir si tu l'es en plus, Honor ou Global Admin dans les deux sens, ton d'à côté ou Subscription, ou de savoir si je dois énumérer tes rôles, mais dès que tu énumères des rôles, ça peut amener une télémétrie. C'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai instauré une télémétrie et un KQL dans notre SIEM où dès qu'il y a une énumération de rôle de quoi que ce soit qui passe une énumération de rôle, il y a une alerte qui se lance. Pourquoi? C'est pour éviter justement le fait est que dans les endpoints, s'il y a une énumération de rôle, c'est que ça va pas au travers évidemment d'Azure, je parle. Donc, tout ça veut dire que quand tu cumules le problème, tu t'aperçois que le problème de venir de l'extérieur ne peut venir que de trois choses. À aujourd'hui, il vient effectivement d'énumérer où il faut que tu aies accès à une certaine machine à un instant T et que tu arrives à la ferrer comme un peu un poisson, puis que là tu la tiens, puis là elle te lâche pas, puis que tu as réussi à faire un peu de persistance vraiment profonde. D'ailleurs, dans ces persistances profondes, il faudrait pas que la machine s'éteigne, il faudrait pas que la personne s'arrête, il faudrait pas que... et ainsi de suite. Et admettons que tu as réussi, comme je l'ai dit dans mon phishing as a service, que la personne évidemment s'est fait avoir par un phishing de login Microsoft faké pour que tu puisses avoir son password. Mais encore une fois, si le MFA passe, il faut que tu arrives évidemment à faire de la fatigue MFA, mais Microsoft vient de le corriger il y a encore cette année. Maintenant, il y a les numéros qui se font. Donc, quand elle va avoir 3 fois les numéros, même un vendredi à 16h, elle va se poser la question pourquoi je mets 3 fois un numéro différent. Donc, c'est tous ces aspects-là qui font qu'à aujourd'hui, c'est principalement de la misconfiguration en plus, c'est même pas éventuellement... Donc là, ça arrive. Oui, effectivement, une VM mal éteinte, une VM mal gérée, l'IP public est active, le mot de passe est merdique parce que le mec, il a mis 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oui, effectivement, tout ce genre de conneries, genre une function app mal configurée et pas derrière un VNet, des problèmes de base là-dessus. Mais qu'on me dise qu'on arrive éventuellement au tenant ou sur une VM qui cette VM et même genre je ne sais quoi comme VM derrière, parce que d'ailleurs en plus la VM elle-même a une session. Donc s'il a pas mis en plus le Windows Azure AD en session pour accéder à cette VM, ça veut dire qu'il y a en plus une session privée derrière, ce qui sous-entend encore un autre mot de passe. Donc c'est ça que j'essaye d'expliquer et que j'ose espérer que dans cette deuxième partie, ça aura éventuellement allumé beaucoup de lumière à beaucoup de monde. Je veux préciser qu'à aujourd'hui, le monde cloud est plus sur une monde de misconfiguration. On est plus dans un monde que moi j'appelle non pas de red team. Alors j'espère inventer ce terme-là, mais on en a inventé quelques-uns avec Nicolas, comme le Cattle Cloud ou le fait du cloud de bête là, le système. Mais le but du jeu serait éventuellement de dire que c'est même pas du grey ou du white, parce que là, en toute logique, ça voudrait dire qu'un gars à l'interne, et c'est toujours encore un gars à l'interne, voudrait faire du mal pour faire ce qu'on appelle, alors je sais que le yellow existe, je sais que le vert existe aussi, le bleu c'est normalement le blue team, le red et le purple. Donc là je serais pas, je pourrais dire du black team en fait, mais même la black ce serait même pas, ce serait du invisible team là. Ça veut dire que en fait t'aurais un type qui, je suis à l'interne, je suis pas trop mal en technique. Là, moi, j'ai accès à mon endpoint. Donc là, je peux me faire mon propre système de phishing à moi-même. Donc, c'est pas un phishing, mais mon propre volage de tokens. Comme j'ai pas mes droits, je pourrais peut-être voler les droits de mes copains d'à côté. Parce que je sais où ils se connectent. Puis là, j'ai la bonne dynamique de quand ils bossent. Parce que là, je les vois bosser et je sais quand ils sont là. Je peux énumérer un certain nombre de choses. Donc, c'est là où le but du jeu, effectivement, de la notion d'un red team gris, en fait, ce serait plutôt ça. C'est là où, en fait, le red team gris pourrait avoir éventuellement son impact, parce que, effectivement, là, la Recon et compagnie pourraient se faire, parce que je vais aller me pointer le PDG, ou je vais aller me pointer la secrétaire voulue, ou je vais aller me pointer le truc. Mais ça, encore une fois, pour finir aussi, c'est encore autre chose que Okta fait, ou que Wiz fait. Wiz, je vous rappelle, ils font pas que Madame Michu vient de se faire baiser la gueule ou que Nicolas vient de se faire avoir avec son token pour avoir accès à je ne sais quel petit bout de bien-être dans un tenant ou dans de quelques subscriptions pour aller essayer de piquer je ne sais quoi. D'ailleurs, pas grand-chose s'il a pas accès à tout. Que normalement, même Nicolas, s'il est, comme je pense, bon au niveau de son truc, il a dû limiter aussi ses accès pour limiter ses responsabilités.
Je vous rappelle que le PIM, en plus, défait ses responsabilités absolument. automatiquement. En plus, j'utilise un navigateur distinct pour faire mes tâches. Dans l'époque où j'en faisais, parce que là, j'en fais plus depuis déjà un temps, mais j'avais un navigateur qui était dédié que pour ça, fait qu'il était sandboxé dans son environnement. Fait qu'on n'était pas qu'à aller chercher le jeton. À chaque fermeture du navigateur, tous mes cookies s'effaçaient. Fait qu'on n'était pas capable de récupérer avec des choses comme ça. Fait que, essentiellement, j'effaçais toutes les traces. OK, c'est emmerdant. Je dois me réauthentifier, j'ai aucune facilité. Okay. Ah ben non, ça, il n'y a aucune facilité à ça. Quand tu agis comme Global Admin dans un tenant, par exemple, dans cette époque-là où je faisais, il n'y avait aucun passe-droit, aucun raccourci, parce que c'était moindrement un raccourci. C'est juste foutu à quel point il aurait pu tout garocher à terre. Non, tu fais pas ça, tu vas. Et ça devient donc la négligence des administrateurs du système ou de la configuration qui va nous amener à une chose. Et fait comme tu dis, WizOcta et le troisième, que moi non plus je ne me rappelle pas le nom, eux n'ont pas fait ça. Eux ont trouvé en fait dans ça, du reverse engineering, mais dans certains cas, ils avaient trouvé qu'il y avait des wildcards dans certains certificats puis des choses comme ça. C'est assez fort là, de voir ça et de s'en rendre compte. Tu foutais accès à de l'information privilégiée parce que même moi, si j'essaie de le faire, je verrais jamais que le certificat, il y a un wildcard caché à un endroit et qui permet l'automatisation, la mécanisation interne au tenant de l'infrastructure de Microsoft. Fait que c'est de comprendre comment Microsoft fonctionne pour réussir à faire lever sa structure. Hey, c'est loin, là. Puis... Non, c'est pour ça. Et puis, j'ai dit au fait, excusez-moi, c'est pas Octa, je bosse tellement avec Auth0 et autres, c'est Orca. Orca et Wiz, Wiz W-I-Z. C'est Orca Security, en fait, au travers de la plateforme. Et l'autre, c'est NCC Group, que tout le monde connaît, évidemment, en Angleterre. Donc, ce que je veux surtout dire, c'est que ces gens-là sont là pour péter la plateforme de Microsoft. C'est-à-dire les mouvements latéraux sur leur propre plateforme, pas spécialement d'être en Red Team, et d'ailleurs en Red Team Black Box ou White Box ou Grey Box. Ils sont juste là pour dire, est-ce que dans un mouvement latéral au travers d'un PAS, voire même au travers de SaaS, d'ailleurs les Web Apps sont pas exclus, les Logic Apps sont pas exclus, Synapse n'est pas exclu, et j'en passe, c'est des trucs. Synapse peut être un SaaS PAS, on joue sur les deux tableaux, mais ça pourrait être Power BI, mais là, par exemple, pour l'histoire de ChaosDB, c'était d'une note Jupyter, du notebook Jupyter qui était à l'intérieur et que quand on faisait tourner du code note Jupyter, automatiquement ce code-là devenait admin et compagnie. C'est ça le ChaosDB. Les notes Jupyter permettaient de renvoyer le token derrière. Mais ça, on joue c'est du dogfood, c'est du propre truc back-end de cloud qui est fait, pas spécialement. J'ai eu Madame Michu, j'ai pris le token, j'ai été accès, l'autre a s'épimé, j'ai eu la chance de tout ce qu'on vient de vous expliquer aujourd'hui. Donc c'est là où moi je dis à aujourd'hui, méfiez-vous de tout ce qu'on vous raconte à ce niveau-là. Non pas que je veux vous péter la balloune, non pas que je veux être plate, non pas que je veux juste dire que les autres sont tous des mauvais ou pas. C'est pas ce que je veux dire. Certains utilisent faut faire attention à ceux qui veulent épater la galerie, ceux qui veulent ramasser la belle fille dans le lot puis qui veulent juste impressionner avec un peu de choses qui sont fausses. C'est un peu dans cette direction-là. Là. Moi, ma direction, elle est là. C'est arrêtons le sensationnalisme là où il ne l'est pas et arrêtons le côté je te drague avec quelque chose de sexy parce que je te montre ma voiture, mes back-end, front-end. J'ai toujours une blague dans mes démonstrations et dans mes prêts. Ils le savent tous, ça. Tous ceux qui me suivent éventuellement dans les presses sécures et autres. À la fin, j'ai à peu près toujours les 3-4 mêmes slides. Je les change, je les module. Mais il y a un gars qui montre à un moment donné avec une photo comme quoi il est dans un hublot avec une superbe photo à l'arrière. Puis ça, c'est le front-end. Évidemment, dans le back-end, c'est en fait un hublot, c'est en fait une caisse enfin pas une caisse, mais l'habitacle d'un toilette, la lunette de la toilette, ouais. La lunette de la toilette, oui, je cherchais le terme, la lunette de la toilette avec en fait une photo qui est collée au travers d'un livre. Et évidemment, la photo étant bien cadrée, ça fait évidemment le fake absolu. Donc c'est ça que je veux vous expliquer, c'est qu'à aujourd'hui, à date, quand vous avez dans une vraie blog, démo, contexte ou même présentation, si vous commencez à voir que la personne vous dit « Ouais, mais regardez, moi, peu importe, AWS, GCP, Azure, particulièrement AWS ou GCP, vous disent qu'avec telle et telle chose, Claude a fait un nouveau truc, mais que Marcel a récupéré tel token qui fait que l'autre, il a eu accès, puis que ça a permis évidemment d'être pas global admin, mais pris sur la VM, puis de faire un truc de VM, d'y avoir accès à cette VM. » Là, vous le stoppez tout de suite, vous lui dites on se calme. T'es comment là? On est bien d'accord, t'es en white box.
On est OK, hein. Claude, il est bien salarié là où est Marcel. Les deux ont accès au même système, les deux ont accès au même tenant ou à la même organisation. Les mecs en admin en haut sont des vrais caves et ont pas fait leur boulot de configuration pour les mettre en séparé. Il y a eu des problèmes d'architecture montés et là, tu es en train de nous dire qu'un mec a décidé qu'au lieu de faire son travail, il est en train de faire chier un de ses collègues. Ou en tout cas, il est en train de piquer les infos de son entreprise parce qu'il a trouvé que c'était plus rentable de vendre évidemment des données là-dessus et ainsi de suite. C'est ça que je veux vous expliquer, c'est qu'à aujourd'hui, c'est très compliqué. J'ai pas dit que c'était pas possible. Je ne dis pas que c'est pas possible, parce qu'il y a des tonnes d'outils qui existent pour le faire, mais comme a dit tout à l'heure, puis c'est très bien précisé, je vais donc reprendre notre grand maître de réception, Nicolas, il faut que les planètes soient sacrément alignées pour qu'à un moment donné, ça se fasse. Alors oui, c'est possible que les planètes soient alignées, et vous imaginez dans tout ce qu'on vient de vous dire, c'est plus un coup de bol, c'est pas du 649, c'est que c'est un vrai job à temps plein, avec des moyens extrêmement élevés, avec des gens vraiment compétents et avec des outils putainement affinés avec une target qui est faite proprement. Donc, c'est ça que je veux vous faire comprendre. J'ai pas dit que c'était pas possible à des états, mais même avec ça, c'est très compliqué quand les choses sont faites correctement. Il faut le regarder aussi avec la fameuse matrice de responsabilité de l'info nuagique. Dès que tu tombes dans la matrice, tu regardes, c'est la responsabilité du cloudeur. Si quelqu'un vient t'annoncer une vulnérabilité du côté du cloudeur, là, il y a de quoi être assez nerveux puis dire ouais, non, mais t'es sûr parce que là, t'es dans ma plage de responsabilité. C'est le cloudeur qui est là. Lui, moi, je suis pas sûr, c'est pas censé aller là. Okta, Wiz vont être capables d'aller jouer parce qu'ils ont des accès privilégiés. Mais la majorité, c'est l'autre côté. C'est toute la côté de responsabilité du client dans lequel ils vont agir, justement, qui essaie d'impressionner les filles avec ce genre de choses-là. C'est tout ce volet-là qui est mis de l'avant. Et l'autre aspect aussi, puis qui est très important, puis qui vient nuancer la menace, puis ça, on l'avait vu, c'est en Ukraine. Il y a eu 2 attaques sur une centrale nucléaire en Ukraine. La première, très sophistiquée parce qu'il y avait vraiment cassé toutes les choses, les commutateurs Siemens sont allés vraiment dans les choses, ils ont mis beaucoup d'argent pour casser les choses, avec un résultat nul, finalement, essentiellement. Fait que très grande sophistication, pas de résultat. L'attaque suivante, pas de sophistication, résultat. Donc, morale de cette histoire, c'est que généralement, les attaques peu sophistiquées vont apporter beaucoup plus de résultats que l'espèce d'histoire avec James Bond qui fait une manœuvre, une pirouette, puis qui réussit à se sauver, ou même à la Indiana Jones qui glisse en dessous de la porte à la dernière minute puis se fait pas écraser la main en voulant ramasser son chapeau. Donc, il faut vraiment nuancer ce genre de choses-là. Puis, je veux dire, il y a très peu de compagnies qui sont d'un niveau, puis même ils ont attaqué, c'était la Russie qui attaquait l'Ukraine. Puis même à ce niveau-là, ils ont abandonné les attaques sophistiquées parce que ça coûte trop cher. Puis c'est pas rentable. Fait qu'il faut toujours revenir à la rentabilité réelle de l'attaque. Fait que s'il n'y a pas de rentabilité. C'est pour ça que quand Stuxnet est sorti en 2013 et qu'on a touché la partie, évidemment, de la partie, on va dire, armes nucléaires, ou en tout cas programme nucléaire des Iraniens et compagnie. Je vous rappelle aujourd'hui que Stuxnet, ça n'a pas été non plus un truc mis comme ça, tiens, je te parachute, je te le balance. Hein. Il y a évidemment, on le connaît, hein, l'Iran évidemment avec Rogers, Vidéotron, Bell est là-bas, France Télécom est là-bas, hein, c'est connu, hein, ça marche super bien, il y a de l'électricité tout le temps, c'est génial, ils vont vous laisser entrer. Évidemment, c'est fait comme tout. Je vous rappelle que c'est quand même des mecs qui sont rentrés illicites, c'est la CIA, ils se sont fait passer, ça a été démonté 2 ans auparavant. Ils ont mis presque 1 an pour essayer de montrer patte blanche et avoir fait des tonnes de conneries à côté pendant 1 an sans que ce soit vrai, pour qu'à un moment donné, quand il y a eu un problème dans une panne quelque part, pour justement aller toucher ce nœud, vous voyez ça comme un bel à côté de chez vous, là, toucher ce nœud, puis mettre évidemment la petite saloperie sur le câble qui soit le man on the middle pour aller plugger évidemment l'information SCADA sur le truc. Ça, c'est pas fait par miracle, je veux dire. C'est tout ça que je signifie. Donc là, le cloud en tant que tel qu'il est fabriqué, tel qu'il est mis en place à aujourd'hui, les layers qu'il y a et les layers by design et les layers de technologie, si même en plus ils mettent une configuration de base, je veux dire rien qu'avec en plus le PIM, le MFA, l'AD, le conditional access et la partie entre la différence entre Azure et compagnie, à part évidemment la connerie du côté Azure où les gars laissent ouvert un certain nombre de choses, le reste,
Le forward maintenant, les rules forward aussi sont maintenant très 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 verrouillés, surtout depuis qu'ils ont monté les Defender. Maintenant, si vous mettez dans les Defender endpoint, ça aussi c'est compliqué. Il y a que le endpoint qu'on peut bouffer, mais en fait, qu'est-ce qui vous intéresse, c'est d'avoir les données dans le endpoint, mais ça s'arrête là. C'est conscrit en fait au endpoint. C'est pas conscrit au réseau au complet. Puis il y a plus de réseau au complet maintenant. Il n'y a pas un serveur où il y avait un accès serveur avec un putain d'IP qui faisait. Normalement, les machines, même dans le cloud, souvent les VNets sont soit distingués, ou soit éventuellement il y a qu'un seul VNet, mais les subnets sont pas les mêmes, et on va pas faire bouger évidemment des VM qui ont des pans de clusters. La plupart du temps, ça peut même être managé par le cloud pour les clusters data, et les clusters data sont aussi en géro-redondants. Donc si c'est le cas, même les ransomware n'ont plus accès parce qu'ils vont peut-être même ransomer une VM, mais elle a été de toute façon clonée et backupée à tous les jours, hein, en Australie et en Europe aussi. Donc on rentre dans un autre milieu que si vous le faites dans la vraie technologie du cloud, à aujourd'hui. On arrête les frais, là. À part avec du phishing et à part, je vous dis, avec des planètes alignées qui seraient extraordinaires, et Dieu sait que j'aimerais mettre en place ce putain de scénario, je peux vous l'assurer. Je serais le premier à vouloir vous dire, enfin, j'ai réussi un truc en chaud. Mais là, en 2023 et pour les années à venir, ça commence à devenir très compliqué. Donc oui, il y a de l'Azure Econ Tool, oui, il y a de la terminologie, oui, il y a de l'énumération, oui, il y a du phishing qu'on peut faire, oui, il y a du device code fish, oui, il y a du token qu'on peut aller prendre, il y a du Stolen, il y a du Spawn SSH, on peut faire du runbook automation, mais même encore du runbook. Le runbook, pour aller piquer un putain de token sur un runbook, c'est que vous avez accès à une subscription. Si vous avez accès à une subscription, comment cela se fait-il que vous auriez le airbag adéquat pour avoir accès à ce putain de runbook? Donc, essayez de comprendre comment c'est géré à ce niveau-là, et vous verrez que la plupart du temps, malheureusement, c'est peut-être plate, mais je préfère que ça soit plate, mais sécure, et que vous voyez que les problèmes sont ailleurs, et protégez vos problèmes ailleurs. Les problèmes dans les CRM, les problèmes dans les Joomla, les WordPress qui sont peut-être installés, les problèmes surtout dans les développeurs, les Key Vault, protégez-les, les Web Apps, protégez-les, les SQL, protégez-les, le JUA, comme on dit, hein, le Just Enough Administration, et c'est ça que vous devez perdre de temps, et les endpoints. Si vous protégez ces deux points-là, et qu'on a fait le juste minimum tout autour, là, mais je peux prendre n'importe quel red teamer de la planète, là, aujourd'hui. Viens me battre sur mon terrain, j'invite tous ceux qui veulent venir me battre sur mon terrain de venir me battre sur mon terrain. Vous voyez, je peux pas faire mieux, là. Comme ça, je perdrai ma crédibilité, je perdrai mon CV, je perdrai le truc. Je l'attends de pied ferme à aujourd'hui. Alors, c'est sûr que si on s'appelle chinois et qu'il met 200 millions de dollars devant lui, là, il y aurait peut-être un problème. Mais là, je l'attends de pied ferme. C'est impossible à aujourd'hui, très, et je pourrais en mettre 1000 comme ça, très compliqué à mettre. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule. Si ça vous plaît, ou si vous voulez qu'on aille plus loin dans le pentest au travers d'Azure, d'AWS aussi, puisqu'on le fait au travers, j'ai des tonnes d'outils qu'on peut évidemment faire à l'interne et surtout différencier, encore une fois, 365 et les gens ou les endpoints et différencier Azure, parce qu'attention, c'est pas les mêmes outils, même si la backbone entre les deux, c'est Azure AD, hein, qui est importante. Je peux vous donner encore un truc qu'on avait déjà donné chez Nicolas, d'ailleurs. Encore une fois, à mais vous écoutez Polysecure, d'ailleurs, de toute façon, à chaque fois, vous avez la bonne truc. Je ne vais pas faire de pub pour Poly, mais si tu te rappelles, Nicolas, on en avait fait un, je t'avais trouvé ça, je sais plus si c'est cette année ou en fin d'année dernière, je t'avais dit, j'ai trouvé un trou de sécurité au travers des Azure VM sur le fait du reset password en admin. Quand vous êtes vous-même admin. Quand vous êtes vous-même, en tout cas, même admin compute. Vous imaginez le reset password quand vous êtes en admin, même si la personne ou le compte n'existe pas sur la VM, vous faites un reset d'un compte qui n'existe pas, le compte réexiste dans la machine. Ça, c'est un trou à la Orca ou c'est un trou au truc. On n'est pas fait tout un plat, hein, Poly non plus et Nicolas non plus. Mais ça, faut quand même être à l'intérieur du tenant ou en tout cas à l'intérieur de la sub. Le fait d'avoir accès à une VM pour dire je vais resetter, même en reset, il faut être admin pour resetter le système. At least admin des compute, donc admin des administrateurs VM compute, au moins. Après, si vous êtes contributeur, vous pouvez le faire, hein, et si vous êtes évidemment owner de la sub, vous pouvez le faire. Mais donc, c'est owner, contributeur ou admin compute. En dessous, fini. Donc, vous êtes global reader, ce que je viens de vous dire, ça ne marche pas. Mais je pourrais vous dire, j'ai fait sensationnel, vous imaginez, j'ai créé un compte, un truc qui n'existe pas sur une VM. Puis là, on se gargarise, on est les meilleurs, c'est du red team, c'est super, exceptionnel. Non, oui, ça marche. Donc ça, vous devez faire attention en white box, que ça, c'est par contre un problème.
Vous devez analyser un SIEM en disant, est-ce que un de mes admins ne se mettrait pas admin avec un compte non existant sur une VM qu'il n'a pas lieu d'aller? Ça, par contre, elle est là votre question. Et moi, il est là mon sensationnalisme. Là, vous avez fait du bon boulot et là, vous surveillez les bonnes personnes. Voilà un petit peu le ratio que je voulais préciser. Ça fait longtemps. Encore une fois, j'en entends trop là-dessus et j'en ai marre que les gens fassent, comme il dit, racolage à 2 balles. Donc, je préfère que les choses soient des fois plates, mais propres. Au moins, voilà. Donc, si ça vous intéresse, et comme vous l'avez dit, Nicolas, dites-moi, on pourra poursuivre en profondeur. On pourra en faire un en vision avec du monde. Ce serait vraiment le fun aussi. Et puis, en tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère qu'encore une fois, cet épisode vous aura plu et vous aura amené encore une fois out of box ailleurs. Et vous aura appris aussi d'autres choses pour la partie pentest là-dessus en disant, purée, celui-là, il lâche pas son putain de white bug, black box et grey box en cloud. Mais surtout, demandez à chaque fois que vous entendez quelqu'un, quel contexte? Est-ce que tu pètes les choses à l'interne de Microsoft? Et là, si t'es en contexte pentext pour des gens ou pour des personnes, t'es comment? T'es en white? En grey, ils y sont rarement. Mais t'es en white ou t'es en black? Si t'es en black, dis-moi, tu passes pas par le phishing, arrête. Tu dis des conneries, ça marche pas. C'est important pour que les gens mettent l'argent aux bonnes places, puis c'est un peu ça l'essentiel, parce que si on commence à essayer de mettre de l'argent sur patcher les fameux 0D qu'on avait avant ou ces genres de choses-là, on perd du temps sur des choses qui sont peu ou pas exploitées, quand on peut mettre de l'argent sur l'hygiène de base, qui est beaucoup plus important et qui est beaucoup plus payant pour l'organisation en termes de sécurité. Donc, effectivement, c'est important de malheureusement déclarer ce bluff des gens qui veulent impressionner les filles puis qui veulent justement, comme il disait, c'est dans le taxi, colle 2-3 collants sur le bord de l'auto pour impressionner les filles. Là. Donc, c'est de sortir de cet environnement-là de poudre aux yeux puis de revenir aux fondamentaux parce que c'est ça qui fait mal. On ne fait pas nos fondamentaux. Puis j'aime bien ce coup de gueule. Puis j'espère que ça va amener justement sur un épisode qu'on va avoir un retour justement que les gens vont nous proposer, qu'on puisse même le faire en interactif et justement le faire dans le fond live, c'est-à-dire qu'on va prendre les questions et qu'ils vont diriger la conversation justement dans cette direction-là. Ça peut être très plaisant puis donner des amis à des endroits très agréable. Non, totalement, avec grand plaisir. Mais effectivement, et comme a dit Nicolas, au travers du prix et des choses, n'oubliez pas que c'est endpoint, n'oubliez pas que le vrai problème, c'est le bipède, hein, c'est lui qui pose problème. C'est pas spécialement souvent les machines. Donc, plus vous allez protéger vos gens en amont, moins ils vont cliquer comme des fous, plus vos endpoints vont être compliance, plus les systèmes d'entrée des points, plus vous allez à utiliser. Vous avez qu'à voir, tiens, je veux pas faire de pub pour le truc, mais au dernier Québec Sec, j'ai fait une grosse presse qui a l'air d'avoir été sollicitée à droite à gauche, qui est le VPN Must Die. Donc le VPN Must Die, c'est parce que je reprécise que malheureusement l'IT commence à mourir, tel qu'on le connaissait il y a encore 5-6 ans, et le VPN ne sert plus à rien, c'est le ZNTA, c'est le ZTA ou le ZTA. Donc ça aussi, c'est des sujets qu'on pourra, avec le SASI, c'est des sujets qu'on pourra en parler aussi au podcast, mais là aussi, donc je vous invite elle a été enregistrée, elle est sur la chaîne YouTube du Québec Sec. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, mais VPN Must Die, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont que c'est encore on ressasse encore des vieilles choses au lieu de mettre l'argent et les choses là où il faudrait le mettre. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, merci. Et merci encore à l'invitation, Nicolas. Je vous dis à la prochaine. Et puis, comme dirait l'autre, vive le Polysécure. Bye bye, les amis.